Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un invité absolument incroyable. En l'occurrence, le docteur Vincent Valinduc. Vincent, bonjour. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation. Je vous en prie, Vincent, c'est nous qui vous remercions avec toute la Fondation Recherche Alzheimer parce que vous êtes un homme extrêmement pressé, extrêmement pris. Non. Je vous laisse vous présenter à nos auditrices auditeurs. Alors oui, je suis médecin généraliste à Paris. Je suis également, vous l'évoquiez, je suis chroniqueur santé pour France Télévisions. Et anciennement docker sur le port du Havre, parce qu'effectivement j'ai grandi là-bas, je viens du Havre, d'un milieu ouvrier, où donc j'ai suivi les traces de papa. Mais finalement j'ai repris médecine sur le tard et je suis devenu médecin. Mais aujourd'hui, si on se rend compte, j'imagine que c'est pour avoir été aidant. J'ai été aidant auprès de ma jeune maman atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer. Et j'ai été aidant pendant 14 ans. En effet, vous avez écrit « Je suis devenu le parent de mes parents » aux éditions Stock. Racontez-nous cette histoire parce que c'est une histoire évidemment très personnelle, extrêmement intime et aussi extrêmement douloureuse. Est-ce que vous pouvez nous pitcher, s'il vous plaît, votre livre, Vincent ? J'ai écrit ce livre, j'ai voulu apporter un témoignage de ce que j'ai pu vivre pendant ces 14 années d'aidance auprès de ma jeune maman. Mais ce témoignage, j'ai voulu le livrer sans jamais tomber dans le pathos, toujours avec de la lumière. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau être médecin, j'avais, comme beaucoup d'aidants, beaucoup de questions. Je me suis senti totalement perdu et isolé. Et je me suis dit, écris un livre pour mettre en lumière les aidants, mais également divulguer tous les conseils que tu as pu mettre en place pour essayer de garder la tête hors de l'eau pendant ces 14 années d'aidance. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je me suis dit, allez, vas-y, tu écris le livre. Il faut que ce que tu as pu apprendre pendant ces 14 années serve à d'autres personnes. C'est tout à votre honneur. Alors, votre maman a beaucoup été aidée par les hommes de sa vie. Votre frère, votre papa Oui. et vous-même. 14 années, vous l'avez dit, c'est extrêmement long. Ça s'est extrêmement mal terminé. Je ne suis pas en train de spoiler quoi que ce soit, mais il suffit d'acheter tout simplement le livre de Vincent. Et vous en avez beaucoup parlé dans les médias. Aujourd'hui, comment vous vous sentez, Vincent ? Vous avez envie de parler des aidants, leur rendre hommage, c'est tout à votre honneur, mais comment vous vous sentez ? Aujourd'hui, mes parents me manquent terriblement, ça c'est une vérité. Hein. Il y a quand on perd quelqu'un, et moi en l'occurrence j'ai perdu mes 2 parents, il y a un vide absolu et il y a un manque terrible. Néanmoins, j'ai l'impression de récupérer une vie que j'avais pu mettre entre parenthèses pendant ces 14 années d'aidance, et on apprend de nouveau à redécouvrir la vie entre guillemets normale et à reprendre le lien et le contact avec tout ce que j'avais pu mettre de côté pendant ces 14 années. 14 années d'aidance. Qu'est-ce que vous en retirez ? Ça a été une souffrance, ça a été un tsunami. Personne ne s'attendait à ça dans la famille. On n'était pas nécessairement très au fait de tout ce qui est médecine. Votre papa disait, chez nous on est docker de père en fils, il n'y a pas de raison que tu reprennes tes études. On va évidemment en parler parce que ça aussi j'imagine que ça a un impact extrêmement fort. Mais qu'est-ce que vous en retirez de ces 14 années d'aidance ? Aider pour moi, c'est avant tout aimer. Ça, c'est une évidence. Il y a eu 14 ans d'aidance, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour. Vous parlez de douleur, oui. Oui, c'est jamais très simple parce que la particularité de maman, c'est qu'elle a eu une maladie apparentée à Alzheimer qui a commencé à l'âge de 50 ans. C'est arrivé très tôt dans la maladie. Et moi, à l'époque, j'avais 24-25 ans. Je reprenais des études de médecine. Donc, c'était plein de choses, plein de chamboulements. Maintenant, au-delà de la difficulté et de la colère qu'on peut ressentir au début quand les symptômes arrivent, il y a eu un chemin de mon frère, mon père et moi. On a appris à devenir aidant au fur et à mesure que la maladie, de son côté, avançait les pions. Nous-mêmes, on essayait de s'adapter parce que l'une des capacités de l'aidant, c'est la capacité à s'adapter, mais surtout, c'est l'amour. Et moi, dans ce livre, le lecteur, il trouvera énormément d'amour parce que c'est vraiment le pilier et le maître mot de ce livre. Alors l'amour, c'est ce qui sauve tout dans la vie, en général, particulièrement quand on a malheureusement un proche qui est touché par la maladie d'Alzheimer. Je rappelle que c'est 3 millions de personnes, incluant les aidants qui sont touchés par Alzheimer et 1 million de malades. Donc ça fait énormément de gens. Quel conseil vous donneriez aux aidants qui nous écoutent, Vincent ? Et moi, le conseil principal et primordial, c'est d'accepter d'être aidé. Je trouve que lorsqu'on est aidant, on refuse, on a l'impression que c'est tout, on l'entend, c'est normal et naturel d'aider. Et les aidants ont souvent l'impression que lorsqu'ils délayent à quelqu'un, lorsqu'ils font appel à des professionnels, c'est comme si finalement ils refusaient cette mission, comme s'ils aimaient moins. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que accepter d'être aidé, pour moi, c'est une des pierres pour continuer d'avancer.
et de permettre de bien prendre en charge la personne aidée et l'aidant, parce que les deux vont être dans des meilleures conditions pour avancer, parce que c'est déjà extrêmement douloureux et fatigant. Il y a une charge mentale qui est juste incroyable, et donc il est nécessaire d'accepter d'être aidé. Il existe différentes aides, c'est un peu le bordel, on va pas se mentir, on s'y perd un peu, entre les aides financières, humaines, matérielles, les différents acronymes, MDPH, le CLIC, le CCAS, la PCH, bref. C'est compliqué de s'y retrouver. Donc moi, je pense que l'une des premières choses, c'est de parler avec votre généraliste pour refaire le point. Et puis la deuxième chose, rapprochez-vous des associations type Alzheimer qui peuvent vous orienter et vous aiguiller sur ce que vous pouvez mettre en place pour vraiment être aidé au maximum. C'est ce que vous avez fait dans la famille ? Alors au début, la maladie est arrivée de manière totalement insidieuse. Moi j'étais étudiant en médecine, je reprenais des études, donc je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. Et quand ma maman avait 50 ans, pour moi c'était pas compatible d'avoir une maladie neuroévolutive type Alzheimer aussi jeune. Et je me dis, oh c'est juste un manque de concentration, elle oublie. Et puis au fur et à mesure, les symptômes sont devenus de plus en plus bruyants, de plus en plus fréquents. Et d'un simple oubli est arrivé la difficulté à mettre une capsule dans une machine à café, d'allumer la télévision. Et puis ensuite mon père, lui, au début, c'était juste mettre une paire de chaussettes. Ensuite, il mettait le pantalon, puis le pull, puis la toilette. Enfin, voilà, le niveau d'aidance a augmenté graduellement. Mon frère, mon père et moi, on a aussi augmenté notre niveau d'aidance. Et puis, à un moment donné, vous vous rendez compte que ça devient compliqué. Et là, moi, j'ai découvert que j'étais aidant. En regardant la télévision, j'ai entendu un journaliste dire le mot aidant, et je me suis dit, mais c'est ça en fait, mon sacerdoce a un nom, je suis aidant. Et à partir du moment où vous comprenez que vous êtes aidant, il y a deux choses qui sont très importantes. Vous comprenez donc qu'il est possible de mettre des aides en place et qui sont essentielles, et surtout que lorsqu'on est aidant, on a une santé qui est fragile et qu'il est très important de prendre soin de sa santé pour bien prendre en charge la personne aidée. On pense évidemment à votre papa. Oui. Décédé quelques mois après votre maman. Oui. Très souvent, une fois sur trois, l'aidant décède avant l'aider. Ça n'a pas été le cas pour vous, évidemment, mais cette tristesse, ce chagrin, j'ai l'impression que vous avez réussi à en faire quelque chose d'une très grande force, si tant est que ce soit possible, en écrivant ce livre. Mon père et ma mère avaient un amour fusionnel juste incroyable. Je pense que ce que je dis dans le livre, c'est que on a tous vu des histoires magnifiques au cinéma, et je pense n'avoir jamais vu de si belles histoires, mais dans la douleur. Il y a des scènes, je me remémore des scènes qui pour moi étaient extrêmement douloureuses à voir, mais ça baignait d'amour, c'était juste incroyable. Oui, mon père a été extrêmement fragilisé parce que quand on est aidant 24 heures sur 24, jour et nuit. Lorsqu'il y avait un petit accident nocturne, il changeait les draps à 3 heures du matin, il donnait à manger, il prenait quasiment 1 heure pour lui donner à manger. Alors au début, on donnait à manger à la fourchette, puis ensuite à la cuillère, et puis au fur et à mesure du temps, ça a fini à la seringue, par la bouche, pour prendre du temps. Ce qui fait que mon père s'oubliait totalement, il mettait 1 heure, 1 heure et demie pour lui donner à manger, et puis il se mettait à manger juste après. Finalement, il avait plus faim, il faisait des sandwichs, bref. Sa santé, il l'a mise totalement entre parenthèses, et à tel point que il a utilisé toutes ses ressources, et vous le disiez, il est décédé, j'ai perdu ma mère l'année dernière le 21 avril 2022, et mon père est décédé le 9 juin 2022, maman 64 ans, papa 67 ans, j'ai perdu mes 2 parents très jeunes, et donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est important d'être aidé, c'est l'une des premières étapes primordiales pour pouvoir accompagner au mieux une personne qui est atteinte d'une pathologie telle que Alzheimer. Quels étaient les symptômes qui ont touché votre maman ? Alors les premiers symptômes ont commencé à l'âge de 50 ans, trouble de la mémoire, où moi je révisais dans la chambre mes études de médecine, je bachotais comme un fou, et elle venait me voir 3 ou 4 fois dans la journée pour savoir ce que j'avais envie de dîner. Et alors je répondais toujours la même phrase, du jambon ou des œufs, sauf que lorsque j'arrivais devant mon assiette le soir, j'avais un plat de moussaka qui avait été réchauffé, un plat picard, enfin un pain surgelé, et en fait ça correspondait pas du tout à ce que j'avais demandé. Je me disais, oh bon, c'est un trouble, elle a dû se tromper, et voilà. Et je me disais qu'elle venait me voir plusieurs fois par jour parce qu'elle avait envie de me soutenir dans mes études. Et puis au fur et à mesure, les oublis ont commencé à être de plus en plus fréquents, de plus en plus importants. Elle a commencé à avoir du mal à couper sa viande, et puis ensuite la difficulté de monter la fourchette jusqu'à la bouche, monter le verre jusqu'à la bouche, et puis des tremblements ont commencé à apparaître d'un seul côté du corps. Et puis là, il y a eu une difficulté à la marche. Et au fur et à mesure des années, la parole a disparu. Il y a eu un peu des moments aussi avec des hallucinations. Voilà, le tableau était pas typique finalement d'un Alzheimer typique comme on pourrait l'entendre. Le diagnostic a été un petit peu long à être posé, et même il est resté assez large parce qu'on a parlé de maladie apparentée à Alzheimer. Mais nous, tout a commencé, c'était en 2009. Aujourd'hui, on est en 2023. Il y a quand même eu du progrès au niveau du diagnostic et pour affiner et mieux orienter aussi le patient. Mais voilà, ça a été, quoi qu'il en soit, on le sait tous, que ce soit une maladie apparentée ou un Alzheimer typique, il n'y a pas de traitement pour guérir. C'est pour ça que c'est aussi important de soutenir la recherche.
Voilà, il y a plein de choses. On a vécu des choses difficiles et quand on est aidant, finalement, qu'importe la maladie, on a beaucoup de points communs, que ce soit l'isolement, la solitude, ne pas savoir à qui parler, ne pas savoir comment prendre en charge quelqu'un. Et c'est avec ce double regard de fils et de médecin que j'ai voulu écrire ce livre pour essayer, au fur et à mesure de l'écriture, au fur et à mesure que nous, on a appris à marcher aux côtés de maman, j'ai voulu divulguer les conseils que moi j'ai pu mettre en place pour essayer de m'en sortir. À un moment, vous avez besoin de vous faire aider en tant qu'aidant. Vous en parlez dans le bouquin, vous allez voir une psy, quelqu'un à qui parler. Vous lui rendez un vibrant hommage. Parlez-en un tout petit peu, Vincent, parce que c'est extrêmement fort cette relation que vous avez avec elle. Oui, j'ai rencontré Églantine. J'en parle librement dans le livre, parce que je me suis dit comment je peux faire moi pour aller bien, pour que ma charge mentale aille mieux, comment je peux faire pour gérer les choses. Et j'ai poussé la porte de ma psychologue Églantine. Alors au début, j'y suis allé et j'ai raconté les déboires de ma vie qui étaient un peu plus classiques. Et au bout de 4-5 séances, elle m'a dit mais en fait Vincent, là vous venez me voir mais c'est pas du tout pour me parler de ça. Vous venez me voir parce que vous avez une maman qui a une maladie d'Alzheimer et qui est en train de vous oublier petit à petit. Je pense que là, ce que vous me racontez, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Si vous êtes là, c'est pour qu'on parle de votre maman. Et à partir d'un moment que j'ai compris la raison pour laquelle j'étais présent chez elle, j'ai pu régulièrement aller la voir et je balançais tout ce que j'étais en train de vivre jour après jour, que ma maman avait oublié d'allumer la télévision ou de mettre de mettre une capsule de lessive dans la machine à laver, enfin bref. Et je lui balançais les informations les unes derrière les autres avec pas d'émotion dans la voix, de manière très automatique. Et ce qui est intéressant d'avoir pu être suivi par un psychologue, c'est que lorsque je lui donnais une information, je voyais son regard plisser, la bouche un peu serrée, incliner la tête, et je comprenais que ce que j'étais en train de vivre n'était pas normal. Ce que je dis dans le livre, c'est que j'ai eu l'impression qu'en fait, ma psy, elle était le miroir de mes émotions, et que ce que je lui balançais comme information, elle me permettait de comprendre que c'était quelque chose en fait extrêmement douloureux, parce que souvent quand on est aidant, on vit au jour le jour et on se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Et grâce à Églantine, j'ai pu comprendre que je vivais des choses extrêmement douloureuses et j'ai pu comprendre aussi des concepts, pourquoi j'avais des sentiments d'ambivalence, pourquoi j'avais des sentiments de colère, de solitude, ou le phénomène de deuil blanc qui est pour moi a permis, et qui a été une clé dans la compréhension de ce que j'étais en train de vivre. Alors expliquez ce que c'est que le deuil blanc, s'il vous plaît, Vincent. Le deuil blanc, c'est un concept, en réalité, lorsque vous accompagnez une personne qui a une maladie neuroévolutive, le deuil blanc, c'est d'avoir, moi par exemple, j'avais ma maman, qui avait l'apparence de quelqu'un d'une 50aine d'années. Ma maman était une jolie femme, pas une ride, avec la même couleur de peau, la même odeur de cheveux, de sa peau également. Donc physiquement, elle était la même personne que j'avais toujours connue. Sauf que mentalement, psychologiquement, elle n'était plus là. En fait, j'avais plus les interactions que je pouvais avoir avant, le sourire, la connexion. Voilà, en fait, finalement, ça, je n'avais plus ça. Et c'est le principe du deuil blanc, c'est d'avoir en face de vous la personne que vous avez toujours connue, mais en fait, vous pouvez plus interagir avec elle. Et ce concept du deuil blanc vraiment est spécifique sur les personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Vincent, on va parler de la Fondation Recherche Alzheimer. Vous nous avez fait l'honneur de venir en entretien Alzheimer en juin dernier. Est-ce que c'est très important pour vous, justement, de porter la bonne parole, de dire ce que vous avez vécu et aussi aider, quelque part, les aidants? Alors je souhaite pas porter la bonne parole. Pour moi, il y a 11 millions d'aidants. On a tous des histoires singulières. Moi, j'ai accompagné une maman atteinte d'une maladie apparente à Alzheimer, mais comme je le disais, pour moi, on vit tous des choses en commun. L'isolement, la solitude, la culpabilité, la surcharge de travail qui est juste dingue. Et pour moi, aller à ces entretiens Alzheimer, c'était... il fallait que finalement ces 14 ans d'aidants servent aussi à d'autres personnes. Il fallait que je puisse exprimer ce que moi j'avais pu ressentir, les conseils que j'avais pu mettre en place et puis aussi écouter les questions de ces gens qui sont en train de vivre les situations que moi j'ai pu vivre. Donc moi, effectivement, là ça fait un an et demi que maman a disparu. Il faut que ça serve à quelque chose. Et l'écriture de ce livre, il est d'ailleurs pour ça, c'était pour mettre en lumière les aidants, parce que on se sent souvent très seul et comme j'ai la chance d'avoir une petite exposition médiatique, il fallait que ça soit utile et aller finalement aux entretiens Alzheimer faits par la Fondation Recherche Alzheimer, ça permet finalement d'être sur le terrain, ça permet d'être au contact des gens et puis encore une fois j'ai aussi envie d'apporter de la lumière dans tout ça parce que même si c'est extrêmement douloureux, ce qui prédomine, ça reste totalement de l'amour. Alors c'est pas simple tous les jours, mais si on le fait, c'est parce qu'on aime les proches qui sont atteints de cette maladie. Vous êtes médecin généraliste. Cette expérience, ce traumatisme, 14 années, est-ce que ça vous sert aujourd'hui au quotidien pour encore mieux écouter vos patients ?
Alors, je pense que ça a changé la conception de l'aidant. C'est-à-dire que si je n'avais pas été aidant, je pense et je l'espère que j'aurais appris à prendre un peu plus de temps pour écouter les aidants avec la pratique professionnelle. Aujourd'hui, d'avoir eu cette expérience pendant 14 ans, quand je vois un couple qui vient au cabinet, alors je vais m'intéresser à la personne aidée, bien sûr, mais je vais regarder les dents et je vais dire comment vous allez, monsieur ou madame. J'attends toujours la réponse et surtout, je ne le laisse pas partir du cabinet sans qu'on ait refixé un rendez-vous juste pour lui. Parce que souvent, les aidants se mettent de côté, ils considèrent que leur santé va bien si celle de l'aider va bien. Et en fait, c'est une erreur. Il faut vraiment prendre soin de sa santé. Donc moi, mon regard sur l'aidant, je l'ai appris par ma propre expérience. Donc je prends toujours le temps de savoir si l'aidant va bien, s'il a mis toutes les aides en place, s'il a mis des auxiliaires de vie à la maison, s'il a mis des infirmières. Enfin, voilà, je prends le temps de discuter et de savoir si ça va. Et je tiens absolument à le revoir seul, juste pour lui. Comment va votre frère ? Mon frère et moi, vous le disiez, on a été tous les trois autour de ma maman. Mon frère et moi, on a été un duo intouchable, c'est-à-dire qu'on était tous les deux impliqués. On s'est réparti les rôles pendant ces 14 années d'aidance. Moi, j'étais plutôt sur le versant médical. Lui gérait sur l'administration de la maison, la logistique, tout ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il va bien. Dans l'écriture de ce livre, je tenais absolument qu'il valide avant de le sortir, le livre, parce que je me suis dit, même si c'est mon regard, c'est mon prisme, je pense que mon frère, s'il écrivait l'histoire, il y aurait des points communs, mais ce serait aussi sa propre expérience. Mais je tenais absolument à ce qu'il valide ce livre parce que je voulais qu'il y ait un respect de nos parents. Il y a beaucoup d'amour, comme je vous le disais. Aujourd'hui, il va bien. On s'appelle toujours comme avant, 3-4 fois par jour. Mes parents étaient en Normandie au Havre. Mon frère est toujours au Havre. Moi, aujourd'hui, je suis à Paris, mais je rentre de manière régulière au Havre parce qu'on a ce besoin d'être ensemble. Et puis, on a mis la règle maintenant à chaque Noël parce que je pense que c'est les étapes compliquées, Noël, quand on a perdu ses parents. Et chaque Noël, maintenant, on le passe ensemble, loin de la région, pour essayer de juste être tous les deux et je dirais pas fuir ce modèle qu'on nous impose parce que Noël, c'est la famille, c'est tout ça. Mais voilà, on tient à le passer tous les deux, un peu loin de tout ça, et on est toujours très proches, donc pour le moment, ça va. Vincent, avant de nous quitter, vous vouliez passer une sorte de dédicace à Mary Poppins et à toutes les auxiliaires de vie. Oui, je trouve qu'elles font un métier incroyable et quand tout à l'heure je faisais référence au fait qu'il fallait absolument accepter d'être aidé, nous est arrivé à la maison une auxiliaire de vie. Alors au début ça n'a pas été simple, il y en a plusieurs qui se sont succédés parce qu'il faut toujours trouver la bonne et parfois ça c'est un peu compliqué. Mais une fois que vous trouvez la bonne, nous c'était Mary Poppins qui s'appelle Sandrine de son prénom, qui a été une femme incroyable. Elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie. Elle a été l'auxiliaire de notre 4 vies à tous. Elle nous a permis de souffler. C'était vraiment une personne essentielle. Donc encore une fois, moi aujourd'hui, je salue les auxiliaires de vie. Je les remercie pour le travail dingue qu'elles font. Je souhaite qu'elles soient reconnues et mieux valorisées parce que c'est un métier essentiel. Et c'est vraiment pour moi important de les mettre aussi en lumière aujourd'hui. Si vous me parlez de Sandrine, ça veut dire que votre maman est restée, durant toute la maladie, à la maison, c'est bien ça ? Quand on est aidant, comme beaucoup d'aidants, et moi je le vois au cabinet, il y a ce qu'on appelle un peu la promesse. Nous, quand les symptômes sont arrivés, mon père, mon frère et moi, on a fait la promesse que jamais il n'y aurait d'institutionnalisation. Donc mon frère et moi, avec mon père, on a réussi à tenir cette promesse jusqu'à la fin parce qu'on a mis des aides en place. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Parfois, on peut pas garder la personne au domicile et c'est des décisions très dures à prendre, je le sais. Mais néanmoins, il faut pas culpabiliser quand il n'y a pas de choix, quand il n'y a pas d'autre choix que d'institutionnaliser la personne. Alors c'est très dur, mais finalement, c'est aussi une façon de mieux prendre en charge la personne aidée et également l'aidant. Et donc, lorsqu'il faut prendre ce genre de décision, mais il faut le faire sans culpabiliser, même si c'est extrêmement difficile. Donc, je tiens à dire vraiment que chaque aidant fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Eh bien, merci beaucoup à vous, Vincent. C'était un véritable plaisir de vous recevoir. Merci Laurent, merci beaucoup, merci à vous. Merci encore. Vous pouvez aider vous aussi la recherche contre Alzheimer. Et pour cela, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit d'envoyer DON, D-O-N, par SMS au 92 922. Je le rappelle, ce sont 5 € qui iront à la recherche. Je le dis encore une fois, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont bons pour mettre enfin Alzheimer KO. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Vincent, je vous remercie. Vous avez été un invité absolument incroyable. Et je vous dis, chers auditrices et auditeurs, à très très vite pour un nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.